RCF. Jérémy Varroquier, bonjour. Bonjour. Assistant du conservateur du musée de la faïence à Quimper, dans le quartier de Logmaria. Dites-moi, c'est un quartier qui est réputé justement pour la faïence? C'est 300 ans de faïence sur le quartier. Voilà. Et tous les bâtiments du quartier sont là, plus ou moins rattachés à une faïencerie. Quelle est la faïencerie qu'on trouve aujourd'hui alors? C'est la faïencerie Henriot, voilà, qui est vraiment un condensé de toutes les faïenceries qui a pu avoir cours sur les 300 ans. C'est ce qui reste de ces 300 ans d'histoire. La faïencerie se base vraiment sur la fabrication. Et nous, on est les voisins et on montre vraiment qu'est-ce qui peut être fait avec la faïence, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui peut être fait avec la faïence. L'une des salles du musée est consacrée vraiment, elle reprend vraiment tout le processus de production d'une faïence. Comment est-ce qu'on produit de la faïence? Quels sont les ingrédients? Il y a un savoir-faire aussi? Il faut quelques éléments principaux, on va dire, si on simplifie au maximum, c'est de l'argile, la grosse majorité, la base, de l'argile avec du talc et du calcaire. Ensuite, il faut de l'eau, voilà, pour mélanger tout ça et créer une pâte très homogène. Et ensuite, l'élément qui nous est vraiment indispensable comme pour toute céramique, c'est le bois, via le feu, voilà, pour vraiment fixer des éléments entre eux et avoir quelque chose de solide. Qu'est-ce qui fait que les artistes se sont installés à Quimper et notamment dans le quartier de Logmaria, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence autrement en Bretagne? Les faïenceries se sont vraiment installées dans le quartier de Logmaria. C'est le fruit d'un concours de circonstances, mais voilà, il y en a eu 3 qui se sont implantées, parce qu'il y a vraiment toutes les matières premières qui sont présentes sur place et aucune concurrence vraiment sur tout le territoire de la Bretagne. Là, on est fin 17e, voilà, précisément, et vraiment la production de faïence arrive en 1708, précisément. Les faïenceries travaillaient de quelle manière? Il y avait des artistes associés aussi, comme aujourd'hui, ou pas? Pas pour ça c'est surtout le 20e siècle, où les artistes ont collaboré avec les manufactures. Ça a commencé avec Alfred Beau, fin 19e siècle. Mais sinon, les artistes sont vraiment arrivés au 20e siècle. Et avant, c'était vraiment que des peinteurs et des peinteuses qui suivaient les directions de leur chef d'atelier. Avec différents styles aussi, Jérémy Varroquier, qu'on va énumérer en quelques mots en suivant les différentes étapes au fil des décennies. Alors, ça commence déjà par le style de Marseille, avec cet émail jaune très particulier. Pourquoi le style de Marseille? C'est tout simplement parce que le faïencier qui a commencé la production en 1708, c'était Pierre Bousquet, était originaire de Marseille, du Var. Voilà. Donc c'est lui qui a installé la première faïence à Quimper. Il n'y a pas de breton dans la faïence de Quimper à ce moment-là. Voilà, donc c'est lui qui a installé ça. Il marie une de ses filles avec un faïencier de Nevers, là, qui va amener sur Quimper un autre style très particulier. Là, c'est majorité de bleu. Voilà. Une de ses filles va être mariée à un faïencier de Rouen. Là aussi, une autre couleur arrive, c'est le rouge, et d'autres motifs à chaque fois. Voilà, c'est vraiment une histoire qui se répète. Et Quimper va en parallèle créer ce propre style avec toutes ses couleurs. Voilà, le jaune, le bleu, le rouge, le vert et le brun violacé. Et avec une application particulière qui est vraiment à la touche, à main levée. À la touche, ça signifie? Vraiment à main levée. Voilà, c'est vraiment des gestes très précis qui exigent un pinceau très fidèle pour avoir vraiment des touches de peinture très nettes. Alors Jérémy Varroquier, au musée de la faïence à Quimper, plusieurs styles sont présentés, on l'a dit. Est-ce qu'on fait différentes choses avec la faïence finalement? Alors l'idée, toujours ce qui vient en premier en tout cas, c'est le bol, l'assiette. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, quand vous finissez le tour du musée, vous vous rendez compte que la faïence, c'est un magnifique support d'expression. Voilà, on a tout ce qui est statues, relief, carreaux de faïence, voilà, vraiment tout ce qui peut être à plat. On a tous des vases de différentes tailles, de différentes formes, etc. Et puis bien sûr, les assiettes, on en a quand même un certain nombre, voilà, parce que c'est quand même. Mais bon, la faïence est vraiment un support d'expression magnifique qui se résume vraiment pas du tout au bol. Est-ce que la faïence aujourd'hui a toujours une valeur? Est-ce qu'on investit dans la faïence? Les collectionneurs l'investissent encore un petit peu, voilà, mais c'est vraiment que les pièces d'artistes qui ont encore le reste, on va dire, de valeur au niveau de la faïence. Toutes les pièces signées, les pièces signées d'artistes. Après, tout ce qui est vraiment service de table, etc., c'est plus du tout la cote. Alors on a parlé de l'exposition permanente au musée de la faïence. Jérémy Varroquier va maintenant s'intéresser à l'exposition temporaire qui s'appelle « Quand les brodeurs inspiraient les faïenciers ». Elle est visible jusqu'au 28 septembre donc au musée, dans le quartier de Logmaria, on le rappelle. On n'a pas encore parlé de la broderie,
parmi les pièces justement. Et là, vous en avez exposé dans ces vitrines. Oui, tout à fait. Alors du coup, c'est vraiment le thème de cette année. C'est ce décor broderie, donc un décor phare de la manufacture HB, la manufacture historique HB. Hubaudière-Bousquet, voilà. Et ce décor, une particularité, c'est qu'il y a du relief en fait sur la surface des pièces. Un relief qui est créé grâce à l'ajout de pâte à faïence liquide qui est colorée, voilà, et appliquée à la poire, un peu comme les pâtissiers. Donc c'est la broderie qui inspire la faïence. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette inspiration, de cette histoire? Ce jeu d'influence, oui, c'est vraiment très particulier parce que au début, vraiment cet ajout de pâte par-dessus la pièce qui crée ce relief était vraiment fait pour des décors art déco, des décors traditionnels ou des décors un peu de style des décors orientaux. Et finalement, voilà, c'est Charles Trottmann en 1920 qui s'est dit pourquoi pas adapter les motifs des broderies qu'il voyait tous les jours. Voilà, sur les habitants de Quimper et des environs. Pourquoi pas appliquer ces motifs sur des faïences, créer des compositions en reprenant les motifs de chaque terroir traditionnel breton. Alors, qu'est-ce que vous montrez ici alors dans les vitrines? On peut passer devant quelques pièces? Du coup, là, on est vraiment on voit de la dominante de bleu, donc on est à Quimper, voilà, c'est le pays Glazigue, le pays bleu, les petits bleus. Voilà, un nom qui a été défini par les personnes à l'extérieur de Quimper, voilà, et du coup ce bleu est combiné avec une composition qui souligne la poitrine, voilà, sur les costumes, une composition florale généralement, voilà, soulignée par qui se termine par des fleurs d'ajonc, voilà, des espèces de petites clochettes, voilà, qui soulignent la composition florale, la guirlande fleurie assez jaune, voilà, qu'on retrouve, qui contraste avec le bleu. Un peu plus loin, du coup, on arrive sur le groupe de Rospordin, défini par René-Yves Creston, qui est la mode fouenantaise, la guise fouenne. Seulement, voilà, le Fouenant, on ne peut pas attribuer à Fouenant le rôle d'acteur majeur dans la mode, parce que vraiment, pour avoir vraiment une ville au contact de la mode et de ses influences, vraiment que la ville soit située sur un flux de communication assez important. Donc, on situe plutôt le centre sur Rospordin. Le motif majeur de ce groupe de Rospordin, du coup, c'est cette composition du Saint-Sacrement, voilà, que les habitants ont repéré sur des vêtements du clergé. Donc c'est une composition, le Saint-Sacrement, une croix qui rayonne, une croix entourée de cierges, d'une composition aussi qui fait son rayonnement. Et cette croix rayonnante, du coup, est adaptée par les populations du groupe de Fouenant. Voilà, et ils vont adapter ce cierge et ces croix en faisant un grand bouquet de fleurs, voilà, avec des grosses fleurs qui vont vraiment reprendre et se broder ça dans le dos. Voilà. Et les faïenciers, du coup, ont repris la composition florale et les grosses fleurs pour créer des compositions esthétiques sur leurs pièces. Parce qu'en matière de faïence, on s'inspire aussi des paysages, de l'actualité, de la mode, il y a de tout. Exactement. Exactement. Chez HB, voilà, la manufacture historique, les chefs d'atelier avaient une capacité de création, en fait. Donc, en fonction de leur inspiration, des événements, etc., un peu comme un chef cuisinier dans un restaurant. Et les faïenciers les chefs d'atelier pouvaient créer des pièces, selon leur inspiration, faire des compositions. Et si ça plaisait à la direction, aux clients, une production était lancée sur ce modèle. En matière d'événements historiques, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu? Là, on a tout ce qui est Révolution, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On a des pièces qui sont vraiment rattachées à un événement particulier. Vous en avez dans l'exposition? Oui, on a quelques vitrines consacrées à ces événements-là. Après, on a quelques-unes aussi en réserve qui sont assez, ou chez des collectionneurs qu'on a pu croiser, qui sont assez particulières. On a même une pièce où on voit vraiment qui est consacrée à la libération. On voit vraiment un mouvement vers l'Est des Allemands et des collaborateurs. Et ensuite, sur Quimper libéré, on voit une femme tondue, rasée, qui se regarde dans son miroir, et dans son miroir, son reflet, il est chevelu. La dame a encore ses cheveux dans son reflet. Voilà, donc vraiment des pièces qui sont vraiment rattachées à un événement, et on sent vraiment qu'il y a eu une ferveur, un moment assez critique de l'histoire, même à Quimper. Alors nous sommes encore devant des costumes bretons et puis des créations juste à côté pour faire le lien justement entre la broderie et la faïence. Après avoir évoqué, on peut évoquer doucement aussi le groupe de Douarnenez-Crozon, voilà, avec ses suites de chevrons, voilà, de suites de V qui s'emboîtent, voilà, quadricolores ou tricolores, avec du rouge, du jaune, du blanc et de l'orangé, voilà. Ou ces lignes de vie aussi, voilà, une ligne qui ondule, voilà, et à l'intérieur de chaque ondulation, vous avez une fleur, voilà, une fleur ou une feuille qui va souligner le décor. Et là, en fait, on arrive vraiment au cœur de l'exposition. En fait, on voulait faire un tour de Bretagne, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment concentré sur la Cornouaille et majoritairement sur le pays Bigoudin. Voilà, les 3/4 de ce qu'on a pu rassembler concernent le pays Bigoudin,
ce n'est pas étonnant, voilà, c'est vraiment une partie du monde, une partie de la Bretagne assez isolée, qui a vraiment travaillé énormément ces motifs, voilà, jusqu'à en faire des motifs identitaires. Vous avez fait appel aux collectionneurs, vous le disiez, pour retrouver toutes ces pièces, mais certaines aussi, vous les avez en réserve. La majorité, d'habitude, on met toujours en avant les pièces des collectionneurs privés, on va dire, voilà, pour un peu voir ce qui peut se faire et qui sort des collections habituelles du musée. Mais cette année, voilà, au niveau du décor broderie, on avait quand même énormément de choses de qualité à présenter déjà dans nos réserves, donc du coup, ça suffisait. Qu'est-ce que ces décors apprennent sur l'histoire de la Bretagne ? Au niveau des histoires de la Bretagne, voilà, ce décor arrive vraiment sur la période de déclin des costumes. La Première Guerre mondiale signe vraiment la fin de l'apogée, vraiment le début du déclin des costumes. Et pourquoi justement alors ? Vous avez cette dimension du deuil, voilà déjà, voilà, on n'a plus la recherche de décors flamboyants, on n'a plus la tête à avoir du flamboyant sur nos costumes, contrairement à avant-guerre. Ensuite, tout simplement parce que les brodeurs n'arrivent plus à trouver les matières premières nécessaires à faire ces broderies. C'est de plus en plus compliqué avec les restrictions d'après-guerre. Et ensuite, il y a toute une dimension d'acculturation avec le monde français, on va dire, le monde de Paris et de la France. Voilà, la Bretagne rentre dans le jeu parce que voilà, il y a eu les uniformes, les hommes ont quitté leur habit, ont découvert le costume 3 pièces, les femmes ont quitté leur habit aussi, ont découvert la culotte, voilà, pour le pantalon, la culotte pour travailler. Et puis... Et pour le dimanche ? Le dimanche, ça pouvait ressortir un petit peu, mais c'était quand même de moins en moins utilisé. Là, c'était vraiment des vêtements du dimanche. C'est de moins en moins utilisé. Et voilà, même de génération en génération, les enfants ne sont plus, de moins en moins habitués, de moins en moins habillés avec ces costumes traditionnels, même si une partie de la population l'utilise toujours, même s'il y a quelques arrangements. Alors un petit mot sur ces costumes traditionnels que vous montrez dans ces vitrines au musée de la Fayence à Quimper, Jérémy Varroquier. Ce sont des costumes originaux pour la plupart et ils nécessitent une conservation optimale. C'est ça, ce sont des costumes originaux assez fragiles, voilà, donc il faut faire attention. Donc il y en a certains qui sont un peu plus anciens, on voit qu'ils sont un peu plus été travaillés. Mais à quoi on fait attention ? C'est hydrométrie, tout ce qui est présence de micro-organismes, des champignons, etc. Parce que voilà, si l'humidité s'implique dedans, il peut y avoir des moisissures, etc. Et les tissus sont assez fragiles, notamment la soie qui est très fragile. On va continuer à découvrir cette exposition au musée de la Fayence à Quimper, donc quand les brodeurs inspirent les faïenciers, à voir jusqu'au 28 septembre. Avec vous, Jérémy Varroquier, nous sommes devant une nouvelle vitrine. On voit encore des danseurs, encore des costumes, un vase aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les artistes qui ont réalisé ces faïences ? Alors le plus fameux de ces 3 vitrines-là, on va dire, c'est René Kilivic qu'on voit là-bas, avec cette jeune fille bigoudaine aux doigts dans la bouche, voilà. On voit il y a des rayons d'or sur sa coiffe, sur ses manches, voilà où étaient disposés les motifs. Donc le motif phare de la plume de Pan. On a Jos Kervella aussi, voilà, qui est présent sur un certain nombre de vitrines. Et bien entendu Robert Michaud-Vernès qui a aussi énormément travaillé le costume bigoudin. Ces savoir-faire se perdent aujourd'hui ? Le savoir-faire ne se perd pas, il est perdu concernant le décor en broderie. Tout ce qui est décor à plat, voilà, ça peut se faire, mais tout ce qui est décor en relief, avec ajout de pâte colorée par-dessus, le décor a été perdu en 1883, date du départ de Manu Calvez de la faïencerie HB. Pourtant, il y a toujours des céramistes dans le Finistère ? Complètement. Voilà, il reste une faïencerie importante qui est la faïencerie Henriot. Après, c'est beaucoup d'indépendants, d'artistes indépendants qui font vivre cette céramique en fonction de leur inspiration et de leur style. Mais ils ne peignent plus comme ça ? S'il y en a certains qui travaillent encore le style, on va dire, un peu traditionnel, voilà, les techniques traditionnelles. Après, c'est plus ou moins, c'est eux qui vraiment recherchent leur style et appliquent leur style. Il faut qu'il y ait des demandes, en fait. C'est ça, exactement. C'est vraiment chez chacun, c'est le principe qu'a eu même toute la production quimpéroise au XXe siècle. C'est chaque artiste apporte ses envies de couleurs, ses envies de forme, etc., son propre style. Nous sommes dans le quartier de Logmaria, on l'a dit, quartier historique pour la faïence. Pourtant, il n'y a que la faïencerie HB Henriot et le musée. Et puis, on peut aussi parler de Pascal Jaouane pour la broderie juste à côté. Mais des ateliers de céramique comme avant, ça serait bien, non ? C'est vrai que si on pouvait réhabiliter Logmaria en tant que quartier de faïencerie et de production de faïence, voilà, c'est une identité forte du quartier, voilà, qu'on retrouve encore dans ces bâtiments. Mais voilà, c'est encore quelque chose qu'on doit à nous de faire vivre et de faire prospérer, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire vivre le quartier. Alors on se tourne
et on voit encore d'autres costumes et d'autres influences. Alors on est toujours dans le pays Bigoudin, voilà, mais on expose vraiment sur cette partie-là les productions des 2 chefs d'atelier qui ont vraiment donné ces lettres de noblesse au décor broderie, tant en quantité qu'en qualité. Voilà, c'est Pierre Poquet, voilà, qui travaille énormément sur le relief avec des rayons d'or, voilà, qu'on voit, qui nécessite une 3e cuisson sur les plats, sur les pièces. Et en parallèle, on a aussi Jean Kerr, voilà, ces 2 personnages qui vont vraiment se suivre qui vont se suivre à HB, voilà, ils vont commencer en tant qu'apprentis, ils vont devenir chefs d'atelier au bout de 10 ans, et ils vont vraiment appliquer toutes les nouvelles technologies que la faïencerie va avoir, et vraiment créer énormément de décors broderie, soit avec ou sans relief, voilà, c'est selon leur inspiration. Alors quand on voit les créations ici, les assiettes par exemple devant nous, on peut se demander si finalement on mangeait dedans. On pouvait manger dedans, ça se faisait, il n'y a pas de problème pour les jours de fête, mais généralement c'était bien exposé sur les vaisseliers. À cause de la valeur notamment. De la valeur, puis c'est des choses qui vraiment se transmettaient de génération en génération. Voilà, c'était attaché, c'était offert au mariage et ça se gardait, c'était les usages d'un temps qu'on ne connaît plus. Alors, j'aimerais qu'on reparle de René-Yves Creston, car vous le montrez ici, vous montrez en tout cas ces dessins au crayon de couleur et aquarelle et qui représentent justement des costumes bretons. Alors, René-Yves Creston, c'est vraiment déjà il est important pour nous parce que il a énormément travaillé le costume breton. Dans le style, il les a répertoriés, inventoriés sur vraiment l'ensemble du territoire breton. Voilà, sur son ouvrage, le costume breton regroupe vraiment l'ensemble des terroirs de toute la région, ce qui est considérable, même s'il avoue que son travail n'est pas terminé, c'est quasiment la seule source qu'on ait actuellement. Et il est important aussi pour nous parce que il fait le lien avec les faïenceries, étant donné qu'il a énormément côtoyé les faïenceries dans les années 1920. Et ces dessins datent des années 40 ? Années 40, voilà, c'est vraiment après sa période, en parallèle de sa période de Salzbourg, il a vraiment fait un réel travail d'ethnologue sur ce costume breton. Et c'est lui qui nous a vraiment donné les clés au niveau motif. Voilà, chaque terroir, il a les associés à des motifs, à des matières, à des façons de travailler, voilà, au niveau des coiffes, etc. Et c'est vraiment la Bible du costume breton. Vous pouvez nous parler justement des 16 breurs, Jérémy Verroquier ? Alors les 16 breurs, ils ont été créés après la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est un groupe. C'est un groupe de 7 artistes, voilà, c'est les 7 frères en breton. C'est un groupe de 7 artistes fondé par Jeanne Malivelle et René-Yves Creston. Voilà, Jeanne Malivelle qu'on a exposé l'année dernière et qui voulait vraiment sortir de ces binouseries. C'était écrit noir sur blanc comme le traitait l'art breton de l'époque. Voilà, pour vraiment recentrer l'art breton sur ses bases culturelles celtiques et bretonnes. Voilà, et puis créer de l'art breton pour les Bretons et par des Bretons. Voilà, on va dire que c'est un petit peu le clou du spectacle. Voilà, c'est vraiment la pièce de costume et le plat qui doit faire à peu près 60 cm de largeur, voilà, qui reprend vraiment les couleurs du pays Bigoudin, les motifs du pays Bigoudin. Voilà, c'est un plat créé par Georges Brisson en 1923, un des premiers artistes en parallèle de Mathurin Méheux, d'Yvonne Jean-Raffen, à créer ou René Kelly, a utilisé ce décor broderie. Donc c'est un plat, un plat de couleur claire, vert clair, sur laquelle est posée une quantité de plumes de pan. Voilà, donc c'est ce motif identitaire bigoudin qui est en fait ces 2 disques entourés d'arcs rayonnants. Voilà, ce motif identitaire. Voilà, le plat est couvert de plumes de pan et qui fait très bien le parallèle avec le costume juste à côté. Costume qui est de la même couleur orangée et qui reprend en quantité aussi les plumes de pan de différentes tailles. Alors, on continue et on termine sur RCF Finistère avec vous, Jérémy Verroquier. On est au musée de la faïence à Quimper, à Logmaria. Dernière vitrine, peut-être, pour parler de l'exposition, quand les brodeurs inspiraient les faïenciers. Et bien, cette dernière vitrine, en fait, on s'attarde plutôt sur les coiffes et les bonnets, soit des enfants et des adultes. Là, tous ces coiffes aussi, qui en fait, on retrouve des motifs. On retrouve des motifs, généralement des motifs solaires, des motifs rayonnants. Donc, ces motifs qu'on retrouve sur les coiffes. Voilà, des motifs c'est des motifs ronds et concentriques, voilà. Ces motifs, on les retrouve vraiment sur le creux des assiettes ou sur le creux du cendrier qu'on voit juste à côté. Voilà, on a vraiment un fond de l'assiette qui reprend des motifs solaires. Et ensuite,
on voit sur tout ce qui est bonnet, coiffe bléo, voilà, bonnet qui servait à recevoir la coiffe, la fameuse coiffe Billy Gooden. On retrouve des motifs floraux repris soit sur les rubans, soit sur les coiffes. Et dans les assiettes aussi. Et dans les assiettes, exactement. Là, on est vraiment sur les petites assiettes qu'on a devant nous. On a vraiment une suite de cercles, et ces cercles sont remplis des motifs traditionnels. On a un soleil au centre, et ensuite on relief, tout ceci en relief, hein, bien sûr au niveau du décor. Relief de soleil, ligne de vie, suite d'étoiles, voilà, ici les petits points, dents de scie, palmier bien sûr, etc., et fougères bien entendu. Alors, est-ce qu'au musée de la faïence, vous êtes à la recherche d'objets justement pour perpétuer cette connaissance et ce patrimoine aussi? Alors, on est toujours, en fait, voilà, le but vraiment du musée, je pense, il y a l'encyclopédie qui a été faite, mais c'est vraiment de connaître au mieux ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine qui est quand même assez caché, parce que là, c'est des collections que se sont faites les gens. Après, on n'est pas forcément au goût du jour. Voilà, il y a des surprises qui les gens arrivent avec des pièces, voilà, et puis c'est toujours bon pour nous de savoir où ça se trouve, si c'est intéressant, etc. Donc les gens peuvent venir vous montrer ce qu'ils ont. Exactement, voilà, on organise le 10 août, un samedi par an, c'est toujours dans ces eaux-là, un samedi par an, une matinée d'estimation où les gens viennent avec leurs pièces, et le conservateur ou les amis du musée viennent les renseigner sur leurs pièces. Vous achetez des pièces éventuellement? On peut pas acheter des pièces en fait parce que on n'a pas le budget pour, on a un fonds de dotation, donc on vit des donations des mécènes du Finistère, soit entreprises, soit particuliers. Par contre, on peut recevoir des pièces, on a les pièces intéressantes, on peut les recevoir et donner un reçu fiscal qui est déductible par la suite. En fonction de la valeur de la pièce, voilà, le montant sera déduit de leurs impôts. Et la pièce devient propriété du musée, voilà, et du fonds de dotation du musée de la faïence. Jérémy Varocki, on termine. On conclut cette visite de cette exposition. Donc au musée de la faïence à Quimper, exposition Quand les brodeurs inspiraient les faïenciers. On rappelle aussi que vous avez une exposition permanente qui retrace l'histoire de la faïence sur Quimper avec les différents créateurs, les différents motifs aussi. Le musée est ouvert à quel moment pendant l'été ? De mi-avril à fin septembre, le musée est ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h en continu. Donc ça, ce qui est intéressant si vous voulez avoir une petite pause déjeuner dans nos salles climatisées. À chaque exposition temporaire, le musée réalise un ouvrage aussi. Exactement, chaque année, voilà, l'exposition temporaire est l'occasion de mettre toutes les connaissances acquises sur un catalogue qui reprend vraiment l'ensemble de l'exposition au niveau des textes, au niveau des photos aussi. Voilà, toutes les pièces sont systématiquement prises en photo par Bernard Galéron, voilà. Et ces textes sont accompagnés, légendés. Et voilà, chaque année, vous avez un catalogue qui est vendu à l'accueil des boutiques. Voilà. On peut aller sur le site internet du musée, sur la page Facebook aussi. Exactement, pour avoir les renseignements. Pour nous suivre. On peut ensuite s'inscrire à notre newsletter, pas de souci. N'hésitez pas à nous contacter. Généralement, je serai là pour vous répondre, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour les visites guidées aussi ? Visites guidées, des groupes toute l'année, scolaires, EHPAD, voilà. C'est vraiment pas que des bols et des assiettes, c'est vraiment tout un monde artistique à découvrir avec des techniques qui ont très peu évolué. Donc voilà, c'est assez rudimentaire. On voit c'est tout fait à la main, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc c'est un patrimoine à apprécier avec ses grands yeux ouverts. La faïencerie en Rio se visite aussi. Du lundi au samedi, c'est nouveau le samedi, donc profitez-en si vous êtes dans le coin, parce que voilà, c'est du lundi au vendredi, donc si on travaille, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h. Ça dure une demi-heure chez eux, une demi-heure chez nous, à peu près, les visites. Donc faut pas hésiter à se perdre une heure. Voilà, c'est complémentaire. Exactement. Pour une bonne connaissance de l'histoire de la faïence sur Quimper. Nécessaire à tout le monde. Au quartier de Logmaria, on le rappelle. Merci beaucoup, Jérémy Varocki, de nous avoir présenté cette exposition et puis le musée de la faïence. Merci à vous. À bientôt.